y a tout ça qui va rentrer en jeu. Donc vraiment, prenez votre temps et voilà, favorisez les fibres, hein. Après, c'est vrai que c'est peut-être des réponses soit de diabétologues, soit de nutritionnistes, mais Les conseils qu'on donne en attendant que les nutritionnistes approfondissent, un diabétique doit pouvoir avoir du plaisir comme tout le monde. Il ne faut pas vivre le diabète comme une privation. Parce que s'il n'y a pas la notion de plaisir, ça ne va pas non plus. Un diabétique ne doit pas sortir de table en ayant l'impression d'avoir faim. Ça, c'est des règles. Après, c'est une alimentation équilibrée comme pour tout le monde, mais ce que le diabétique doit éviter, c'est ce qu'on appelait les sucres rapides. Tout ce qui est sucré, ça, c'est à éviter. Le sucre vrai, le miel, tous ces trucs-là sont à éviter, tout ce qui est sucré. Le reste, c'est privilégier les légumes, beaucoup de légumes, et après, légumes et féculents en quantité qu'on va définir avec le nutritionniste. Mais la notion de plaisir est très importante et d'alimentation équilibrée en évitant, bien sûr, tout ce qui est sucré. Pardon? Et le gras, bien sûr. Après, ça, c'est par rapport au sucre, mais bien sûr que, on l'a dit tout à l'heure, le diabétique de type 2 a aussi un problème de cholestérol à éviter. Donc, on va manger moins gras, moins salé et pas sucré. Avec tout ça, Monsieur Morange, est-ce qu'on peut faire de la bonne cuisine? Pas trop grasse, pas trop sucrée, pas trop salée. Bien sûr, on met des épices. Mais bon, comme vous dites, il ne faut pas de gras, alors un peu de crème quand même. Pas trop de gras. Du beurre. Interdit alors. En léger quand même. Non, il faut être modéré, quoi, c'est tout. Mais bien sûr, la bonne cuisine, c'est... Plaisir. Bon, est-ce qu'on a encore une dernière question? Là-bas, complètement à gauche, enfin à gauche pour moi. Il y en a Bonjour. deux. Ah, c'est bon. Je voudrais savoir s'il y a un lien entre le diabète et la maladie dite du foie gras. La maladie de Nash. On n'a pas entendu. Je ne sais pas si votre micro marche bien. Est-ce qu'il y a un lien entre le diabète et la maladie dite du foie gras? Oui, il y a un lien très très fort. Ça s'appelle la stéatose hépatique. Tout à l'heure, on a parlé d'insuline. Quand il n'y a pas suffisamment d'insuline, le signe qu'on a au niveau du foie, c'est qu'il y a du gras qui se met autour du foie. L'excès de gras autour du foie, c'est un signe de résistance du foie à l'action de l'insuline. Donc du coup, le diabétique de type 2, qui est confronté à ce problème de résistance à l'insuline, fait du foie gras. Et on le sait, la maladie du foie gras, qu'on appelle stéatose, peut après évoluer vers une hépatite. Et après, il y a des gens qui ont fait de la cirrhose suite à un foie gras. Donc, on lutte beaucoup contre ce foie gras parce que c'est un signal qui dit que c'est quelqu'un qui est très résistant à l'insuline. Oh, les pauvres canards gras. Oh là 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 là. Heureusement qu'ils ont, oui, comme dit Dominique Tallant, heureusement qu'ils n'ont pas une longue vie, parce que sinon ils arriveraient au stade de la cirrhose. Oh là 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 là, c'est affreux. Bon. Une avant-dernière question. Bonjour à tous. J'aurais aimé avoir un petit conseil. J'ai dans mon environnement familial un jeune garçon qui a 25 ans, qui est atteint d'un diabète de type 1 depuis pratiquement toujours, et qui, visiblement, nie totalement son état. C'est-à-dire que c'est un octambule patenté, c'est un garçon qui profite des soirées
de discothèques, de repas, de boissons, de tout ce que vous voulez. On l'a vu chuter avec des hypoglycémies, tomber, être malade avec l'inverse. Il n'y a pas moyen de le raisonner, il n'y a pas moyen de lui faire entendre quoi que ce soit. Est-ce que vous auriez un conseil ou quelque chose à lui faire voir ou lire qui puisse le motiver ou tenter de le faire? Déjà, c'est ce que je disais dans mon exposé, le diabète de type 1, c'est une affaire de spécialistes. Ça, c'est très important, et d'équipes pluridisciplinaires. Parce que ça va être très, très compliqué pour le médecin traitant seul de gérer. Ça va être très, très compliqué pour la famille de gérer. Parce que là, il y a besoin d'éducation thérapeutique, il y a besoin du spécialiste du diabète, et la plupart du temps, c'est dans les grands centres pour des diabètes comme ça. Hein? Pour lui rendre service, un diabète de type 1, il n'a que 25 ans, et on sait aussi qu'on a besoin du psychologue parce qu'arrive un certain temps où on rejette tout. Il y a beaucoup de diabétiques de type 1 qui, à un moment donné de leur vie, ont tout arrêté pendant 2-3 ans parce que, l'âge aidant, puis à un moment donné, on rejette tout. Et là, si on a un conseil à donner, c'est confier cette personne à une équipe pluridisciplinaire et surtout à un spécialiste du diabète. Très important. Bon, pas de dernière question? Non? Eh bien, on va vous remercier de toutes vos questions et on va remercier tous nos intervenants. Hein. Et puis, je passe la parole à Dominique Talon, qui va clôturer ce colloque. Donc, nous venons de traiter du diabète avec nos éminents intervenants. Et pour rester dans le cadre de la prévention, nous souhaitons traiter d'un facteur important pour notre santé, puisque je pense qu'il faut bien manger, il faut faire de l'activité physique, et je pense, sûrement civile aussi, mais je pense que, et le CDCA pense, ce qui est important, c'est le sommeil. En effet, le sommeil est une fonction encore mystérieuse, mais déterminante pour notre santé. Nous passons près d'un tiers de notre vie assoupis. Mémoire, apprentissage, métabolisme, immunité, même si beaucoup d'hypothèses doivent encore être confirmées et si d'autres ne manqueront pas d'être formulées, il est parfaitement établi que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. L'enjeu est de taille. La fréquence des troubles du sommeil qui touchent une part importante de la population a augmenté ces dernières décennies. Elle interroge l'évolution à venir de notre état de santé. Comment l'âge influe-t-il sur la qualité du sommeil? Les changements dans la structure du sommeil liés à l'âge sont-ils les mêmes chez les hommes, chez les femmes? Et ce que nous savons déjà, c'est qu'une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 3 à 5 cycles de 90 minutes en moyenne. Et en France, 1 personne sur 3 est concernée par un trouble du sommeil. Et un mauvais sommeil augmente les risques de maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète dont on vient de parler, le cancer et les accidents. Parce que le sommeil influence la santé et les risques d'accidents, il est essentiel de comprendre ce qui en détermine précisément la qualité, la durée, de quoi affirmer encore plus fermement l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Donc voici le sujet de notre prochain colloque 2020, le sommeil, que nous affinerons, parce que le sommeil c'est un domaine très vaste, où nous vous espérons nombreux. Avant de nous quitter, d'abord je veux vous remercier d'être venus nombreux à notre colloque. Et puis je vous invite également à remplir le questionnaire de satisfaction qui est joint dans les dossiers. Et au nom du CDCA du Cher, je vous invite à poursuivre nos échanges autour du verre de l'amitié. Et nous avons fait également suivi les conseils de nutritionnistes. Nous vous avons préparé des petits légumes en complément des galettes pour être dans le thème. Je vous remercie.